Oussama, tu es là? Ouais, Oui, le oui, workshop collaboratif, il bonjour. commence bien, hein. Apparemment, tout le monde, Oui, ils ont un problème avec le bonjour. micro. Bonjour Oussama. Vous arrivez? Bonjour, ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah, Donc, et toi? j'imagine, Alhamdulillah, ça va, merci. J'imagine que tout le monde commence avec le café, ça c'est normal. Donc, moi, c'est Euh, mais bon, ça n'a mon pas besoin PC et ma trousse. d'être Je commence la journée. forcément ton produit de démarrage de journée. Tu peux nous montrer n'importe Ouais, quel ouais. objet qui est important pour Ben, toi. moi, c'est plutôt mon PC et ma trousse qui est plein de petits bidules, c'est-à-dire pied à coulisses, tape pas mesuré, tous les accessoires que j'ai besoin pour au niveau de l'atelier. C'est simple. Voilà. Ah, donc toi, tu es celui qui a toujours sur lui le, le, tous les petits gadgets qu'il faut pour résoudre les problèmes. Ouais, oui, moi, c'est le patron qui est méchant. Quand j'arrive, ben, tout le monde commence à... Donc, voilà, j'arrive, je commence à mesurer, voilà. Tu Donc, vérifies derrière, c'est ça? ah oui, oui, ben oui, Oh c'est là normal, là. hein. Alors, quand tu sors ta trousse, tout le monde se met à paniquer dans l'atelier. Ah oui, oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est évident. Quand je commence à mesurer, on mesure avec des millimètres. Donc, bien sûr, il y a toujours des erreurs, mais bon. Ouais. Mais quand ils me voient, bien sûr, avec mon PC et ma trousse, donc là, ils se disent, bon, ce C'est matin, ça va foutu. pas être très, très belle matinée. Voilà, c'est pas une bonne journée. On est foutu. Voilà. Super. Mehdi, Yes. j'ai vu que tu t'étais reconnecté. Tu arrives à activer ton micro? Il nous reste. Euh, Ah, oui, je viens de se reconnecter. J'ai juste un problème de connexion. On est ah, en ok. train de rénover le bureau ici. D'accord. Alors, est-ce que tu veux nous parler d'un objet ou de quelque chose qui te représente ou qui est important pour toi dans ton quotidien? Je pense que c'est juste mon PC car je suis très lié à, à mon PC. Je ne peux pas me détacher. J'ai toujours mon PC sur moi dès mon enfance. Ok, donc Ouais, tu le prends avec toi partout. oui. Super. Aziz, tu es avec nous? Oui, oui, bonjour Salma, et bonjour à Bonjour tous. Aziz, ça va? Oui, oui, je viens d'arriver un peu en retard, désolé. Il n'y a Euh, pas de souci, on est juste en train de faire un petit tour de table et pour apprendre à mieux se connaître, on a demandé à chacun de parler d'un petit objet fétiche ou de quelque chose qui est important pour toi dans ton quotidien. Bon, pour moi, c'est manger des carottes chaque jour. Oui, voilà, des carottes. Ça, c'est assez unique, je dois dire. Tu adores les carottes depuis toujours Oui, et tu les manges sous quelle forme? Des carottes crues oui, oui. en snack? Non, non, des carottes crues. D'accord. Tu les amènes avec toi au bureau? Bon, oui, mais je mange le matin beaucoup de carottes, car Ok, super. C'est intéressant. Bon, bah, je pense qu'on est prêt à démarrer. Je vais partager mon écran. Euh, donc, comme j'ai dit, ça va être une alternance un peu de présentation d'échange. De- Donc, aujourd'hui, on va parler de business model. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est il y a une sorte de confusion quand on parle de business model. Les gens pensent directement au modèle de génération de revenus. Mais en réalité, quand on parle de business model, on parle de quelque chose qui est plus large que ça. C'est un, comment est-ce que vous créez de la valeur? Deux, comment est-ce que vous délivrez cette valeur à vos clients, à vos parties prenantes? Et trois,
comment est-ce que vous captez la valeur? Et ça c'est ce qui est la partie de génération de revenus et de rentabilité. D'accord? Donc, quand on parle du business model, c'est vraiment le tout. C'est quelle est votre proposition de valeur? Comment vous vous assurez que vos clients arrivent à profiter de cette proposition de valeur? Et comment, finalement, est-ce que vous vous rémunérez pour en faire un modèle qui soit financièrement viable? D'accord? Et c'est ce qu'on retrouve, j'imagine que vous avez tous l'habitude du Lean Canva ou du Business Model Canva. On retrouve ces trois éléments dans le Lean Canva. Toute la partie value proposition, donc proposition de valeur, avantages compétitifs, qui sont vos utilisateurs, etc. Ça, c'est la première partie. Quelle est la valeur qu'on crée? La description de la solution avec les canaux de distribution, les KPIs, etc. C'est la partie comment faire en sorte que cette valeur-là arrive au client. Et la troisième partie, qui est la partie modèle de revenu, modèle de rentabilité, c'est la partie du bas avec les sources de revenus et la structure de coûts. Donc, pour ceux qui sont familiers avec ce modèle-là, ça résume finalement de manière concise et de manière précise l'ensemble de votre business model. Et enfin, en fait, souvent, on confond business model et business plan. D'accord? Donc, le business model, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir offrir un produit ou un service pour résoudre un problème, pour apporter de la valeur à son client tout en étant rentable. Okay? Donc, c'est vraiment de manière opérationnelle comment on déploie son produit ou son service. Le business plan, lui, va être une déclinaison de ce business model de manière chiffrée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de traduction en chiffres de votre business model et c'est ça qui constitue votre business plan. Les deux sont liés l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un business plan que vous travaillez de manière isolée par rapport à votre business model. Le business plan, ce n'est pas juste des chiffres dans un tableur Excel, c'est vraiment comment est-ce que vous traduisez votre business model, c'est-à-dire les hypothèses opérationnelles de votre startup dans des chiffres et dans des projections financières qui retranscrivent la réalité de vos opérations. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? N'hésitez pas à m'interrompre hein, tout le long, c'est fait pour être interactif, donc si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole, lever la main, je vous donnerai la parole, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions avant qu'on rentre dans les trois briques du business model? Non, c'est bon pour moi. Ok, super. Donc, si on va sur la première brique qui est la création de valeur. Donc, aujourd'hui, cette première brique, en réalité, elle reflète votre proposition de valeur, la proposition de valeur unique que vous, en tant que start-up, vous définissez pour votre cible. Et vraiment, un point qui est vraiment important, on ne fait pas en général, avec des start-up à votre niveau de maturité, on ne fait pas de formation détaillée sur le design thinking, mais il y a un élément qui est incontournable et je voulais en profiter pour en parler ici, c'est que la force de votre proposition de valeur et votre compétitivité et la solidité de votre solution va dépendre de la finesse de votre compréhension de la cible. Okay? Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on arrive vraiment à créer une solution qui a du potentiel sur le marché si on arrive à faire converger trois éléments. Et le premier élément, le point de départ, c'est de répondre à un vrai besoin d'une cible spécifique. Okay? Donc ça, c'est cet élément et c'est le point de départ.
Deuxièmement, ça va être la viabilité financière. Donc, il faut que les gens pour qui vous résolvez un problème soient prêts à vous rémunérer pour le produit ou le service que vous offrez. Et troisièmement, il faut que le déploiement de votre technologie soit faisable. D'accord? Et donc, dans votre business model, il faut que vous soyez au point de convergence de ces trois éléments-là. Mais le point le plus important, c'est ce qu'on appelle desirability, c'est-à-dire qu'il faut que votre proposition de valeur vienne répondre à un besoin très clair, que vous comprenez bien, et à une cible que vous maîtrisez. Et donc, pour définir votre proposition de valeur unique, vous devez avoir un message qui soit convaincant et qui explique comment votre solution résout les pain points de vos clients, qui décrit les avantages de votre solution et qui explique pourquoi vos concurrents devraient choisir votre solution plutôt que celle de vos concurrents, vos clients plutôt devraient choisir votre solution plutôt que celle de vos concurrents. D'accord? Donc, il faut que vous soyez capable d'exprimer dans une phrase très courte qu'est-ce qui fait que les clients doivent, enfin, que les clients, que votre solution apporte quelque chose d'unique aux clients et que les clients devraient faire appel à vous. OK? Et il y a trois adjectifs qui sont utilisés en général par les entreprises qui ont des propositions de valeur uniques très fortes. C'est que les propositions de valeur doivent être insightful, c'est-à-dire basées sur une compréhension fine de la réalité des clients, doivent être targeted, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à résoudre tous les problèmes pour tout le monde. Vous avez une cible spécifique en tête et des problématiques spécifiques que vous essayez de résoudre avec votre solution. Et elle doit être unique, c'est dans le sens où les autres acteurs ne sont pas capables de fournir la même prestation de service ou le même produit que vous offrez facilement. Et tout ça, ça peut paraître évident, mais c'est important de travailler sur le wording et de s'entraîner finalement à décrire votre proposition de valeur unique de manière percutante. OK? Et ça, on va travailler un petit peu dessus tout de suite. Mais c'est important de vous rendre compte que finalement, les entreprises qui sont les plus performantes ont une capacité de transmettre cette proposition de valeur unique de manière claire, facile à comprendre, et elle est intégrée, si on veut, dans l'ensemble des process de l'entreprise et de son marketing. Donc, si on prend l'entreprise Tetra Pak, il y a un aspect, il y a une proposition de valeur qui est claire, qui est celle d'améliorer la durée de vie des produits tout en optimisant le transport et le stockage. Donc, tous les produits Tetra Pak sont réfléchis de cette manière-là et leur proposition de valeur unique, c'est un emballage qui permet d'économiser plus que ce qu'il ne coûte. Et là, c'est pour une entreprise, c'est très clair et ça se reflète dans les produits qui sont proposés. Dans un autre univers, vous regardez Apple. Leur proposition de valeur, c'est des softwares intégrés qui sont faciles à utiliser. Et la simplicité d'utilisation, c'est un élément clé qui est mis en avant par Apple et qui se reflète même dans le design des produits qu'ils offrent et qui se reflète également dans la ligne produit. Vous n'allez pas avoir une démultiplication de produits différents. Ça reste très sobre, que ce soit dans le nombre et le type de produits qui sont offerts ou dans le design de ces produits. Et ça reflète leur proposition de valeur unique qui est la simplicité d'utilisation. Quand on va encore dans un autre univers, Nike, eux veulent mettre en avant la performance de leurs produits. Et donc, pour aligner cette proposition de valeur avec leur marketing, avec leur communication, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre en avant des athlètes de haut niveau pour vraiment faire passer ce message de performance des produits. Et donc,
ça peut paraître simple, ça peut paraître évident, mais le wording et le travail sur le wording de cette proposition de valeur est très important et nécessite vraiment du temps, d'être revu plusieurs fois pour vraiment arriver à l'essence de votre proposition de valeur. Et ce que j'aimerais faire, c'est vous demander chacun de prendre, on va dire, 5 minutes pour noter votre proposition de valeur unique et votre segment prioritaire. Et certains d'entre vous pourront la partager avec nous après. Ça vous va? Oui, bien sûr. Ok, ok, Oui. c'est bien. Super. Donc, on se met 5 minutes et on se retrouve à 10h, enfin, chez moi à 10h30, donc dans 5 minutes, pour partager vos propositions de valeur. Ok, ça Bon, pour moi, j'ai plusieurs idées, mais il faut quelqu'un qui m'aide à le reformuler, peut-être. Parce Mhm. que ce sont des idées, mais ce n'est pas une valeur proposée, comment dirais unique. Mais ce sont des idées, parce que notre solution, c'est tout d'abord pour vulgariser euh, les recommandations en irrigation. Par exemple, avec notre solution, euh, ces recommandations ne pas que pour les grandes entreprises ou bien les producteurs agricoles avec une grande superficie. Donc, on veut que ces recommandations avec précises vont être vulgarisées et accessibles pour tous les catégories, si on dit le bon mot. Donc, c'est pour accéder à ces recommandations pour tout type d'agriculteurs. Donc, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est d'avoir une solution simple et accessible à tout le monde aussi. On développe une solution simple, même au niveau installation de ces équipements. C'est une solution simple à installer qui ne nécessite aucun savoir-faire. Donc ça, c'est la deuxième point qu'on est en train de développer pour nos clients. Et la troisième, c'est faciliter l'utilisation et la maintenance après. Parce que les outils qu'on est en train de développer, le problème existant, c'est ça nécessite de maintenance périodique. Donc, on fait de telle sorte, on a intégré des solutions software basées sur de l'intelligence artificielle qui sont en cours de développer plutôt pour faire ce travail en utilisant de l'intelligence artificielle au lieu de, de l'intervention de l'être humain. Voilà, donc je ne sais pas comment le reformuler pour le mettre en... Honnêtement, ça... Alors, mais par contre, ben, ça, c'est intéressant parce que ça montre que l'exercice est utile quand même. Parce que tu vas dans un, je sais pas, dans un salon ou
tu vois, où tu as l'occasion de rencontrer des clients potentiels, tu as besoin d'avoir cette phrase qui sort directement pour dire, voilà ma Oui, proposition oui, de valeur. oui, Le exactement. client potentiel, il va pas te laisser le temps d'expliquer tout ce que tu viens de nous expliquer. Il va te couper au bout de la première phrase. Bachir, tu es encore là? Donc, en fait, c'est vraiment important de prendre le temps de travailler dessus, tu vois, de dire, je ne sais pas, une solution d'intelligence artificielle pour optimiser l'irrigation chez les agriculteurs, euh, ou voilà, ou une solution d'intelligence artificielle euh, accessible pour optimiser l'irrigation qui soit accessible à tous les agriculteurs, quelle que soit leur taille ou quelque chose comme ça. Voilà, tu peux regrouper les différentes idées que tu as partagées avec nous en une seule phrase. Et c'est important de la trouver, cette phrase-là, et de s'entraîner. Il faut que ça soit un automatisme et il faut que ça vienne naturellement. Il faut que ce soit une phrase qui donne envie aux gens que tu rencontres d'en savoir plus. Donc, une seule phrase, il faut avoir tous les trois valeurs ajoutées. C'est ça. Donc, on doit avoir une phrase qui décrit les trois idées. Oui, mais tu n'as pas forcément besoin de rentrer dans les détails. Tu vois, quand tu dis une solution qui est simple et accessible à tous les agriculteurs, tu n'as pas Ok. besoin de dire qu'elle est simple à installer, simple à utiliser, simple pour la maintenance. Tu peux juste dire simple. Parce que c'est quoi ton objectif? C'est de donner envie. Ok, ok, je Et vois. ensuite, les gens rentreront dans les détails. Ok, Les détails ils viendront plus tard. Ils sont importants et ils viendront plus tard, tous les points que tu mentionnes. Mais c'est qu'est-ce que pour tu as envie de l'attraction, quoi. dire? Hmm. Pour attirer l'attention. Voilà, pour attirer l'attention. Et ça, tu es obligé d'avoir quelque chose de très court et de très percutant. Ok, ça marche. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager avec nous? Moi, Vas-y, Amélie. bah, principalement, la value proposition qu'on fait chez Infra et tout le groupe B2M, c'est digitaliser le flux et les process à travers des outils faciles à utiliser. Notre secteur, c'est l'agritech, donc principalement l'agriculture avec ses différentes filières. Et c'est une adaptation par rapport aux besoins du client. D'accord, ok. Et là, pour moi, ce qui manque, c'est vraiment qu'est-ce qui fait votre différence? Parce que je pense que là-dessus, la première réaction, ça va être de dire, bon, bah, vous digitalisez, bah, qu'est-ce qui vous différencie d'un cabinet qui fait de la digitalisation? D'accord. En fait, le point d'appui, en fait, c'est qu'on est partenaire avec Microsoft Business Central, ce qui nous permet d'en avoir une exclusivité pour créer des transversales spécifiques pour chaque filière. Donc, c'est ce qu'on a fait déjà sur le coton, DVA, élevage et aussi sur le canne à sucre. Et ça veut dire quoi concrètement Concrètement, on fait la spécification du standard de Microsoft par rapport aux besoins et les process de l'entreprise, tout en prenant en considération toute la chaîne de valeur de bout en bout. D'accord. Donc, vous ciblez principalement les grandes entreprises structurées du secteur. Oui, oui, justement. Et récemment, après la foire du Sahara, on a compris en Côte d'Ivoire qu'il y a un grand besoin pour les coopératives et qui veulent digitaliser leur travail et les process qu'ils utilisent. Donc, on va lancer un projet pilote avec une des coopératives qu'on fera le choix prochainement pour faire le projet pilote, ce projet pilote en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, pour répondre, c'est-à-dire pour les petites entreprises à un chiffre moyennement, je ne vais pas dire de grands chiffres, mais moyennement pour leur faciliter le travail et surtout que ça s'aligne avec les objectifs
de la Côte d'Ivoire sur la digitalisation, sur le secteur de l'agriculture. D'accord. Mais là, avec les petites entreprises, vous ne travaillez pas forcément avec Microsoft, si? Avec les petites entreprises, non. On a un autre produit qui s'appelle Arti, c'est une gestion de points de caisse. Ce qui nous a permis, c'est tout un logiciel qui était from scratch de B2M. Et c'est grâce à ça, donc on peut adapter avec d'autres secteurs. Oui. Mais je pense que dans ta proposition de valeur, la notion tu vois, d'offrir une solution globale qui permet de gérer de bout en bout, ça, c'est peut-être quelque chose d'important à mettre en avant. Tu n'es pas juste en train de digitaliser les flux et les process parce qu'il y a plein de solutions qui vont couvrir des bouts de ces flux et de ces process, mais je pense que de ce que je comprends de ton facteur de différenciation, c'est que toi, tu es capable d'offrir une seule solution globale qui se connecte avec l'ERP qui est utilisé, avec en fait, qui peut gérer la totalité des process. Et peut-être que je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en avant dans la manière dont tu formules ta proposition de valeur. Et ensuite, tu peux avoir deux propositions de valeur différentes en fonction de ta cible. C'est aussi, Par produit, en fait. La valeur proposée, ce que j'ai bien compris, c'est dépend de la cible et surtout par rapport au produit et cible. Donc, ça diffère donc, de telle façon que ce sera unique pour ça. Donc, quand on discute avec X personnes, c'est voilà le produit qui est alloué là-dessous. Et si tu as un petit compte, je veux dire, c'est voilà la valeur proposée à lui donner. Et si c'est un grand compte, voilà la valeur proposée qu'il veut voir, qu'il impacte directement. Je dirais c'est surtout par cible plutôt que par produit, parce que tu peux avoir une gamme de produits qui viennent répondre à la même contrainte. Donc, si par exemple, je prends l'exemple de Deep Leaf, qui est sur une problématique qui est l'optimisation de l'usage des intrants, des intrants de traitement, mais qui a plusieurs produits pour cette même problématique-là, il peut avoir une proposition de valeur unique. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément chaque produit avec sa proposition de valeur, c'est plus en fonction du pain point, en fonction de la problématique que tu essayes de résoudre chez le client. Si tu as différentes gammes qui résolvent différentes problématiques, oui, là, il faut penser à différentes propositions de valeur. Mais si tu as plusieurs produits qui vont dans le même sens, qui vont résoudre une problématique similaire, tu peux avoir une seule proposition de valeur. Donc, c'est vraiment par rapport à ta cible, en fait, la différenciation. Et ce qui est important, c'est de se dire, quand tu rédiges ta proposition de valeur, il faut se mettre à la place de cette cible-là, comment elle va l'entendre. Souvent, quand on développe des solutions, surtout des solutions technologiques innovantes, l'entrepreneur est tellement focalisé sur sa technologie et sur ce qu'il perçoit comme étant la force de sa technologie qu'il va se concentrer là-dessus quand il exprime sa proposition de valeur. Alors qu'en réalité, il faut se mettre à la place du client, de la cible, et il faut exprimer les choses de la manière qui va attirer l'intérêt de la cible. Donc, il va vraiment aller pousser les sujets qui sont importants pour la cible. Et ce qui est important pour la cible, c'est pas forcément que tu utilises une certaine technologie ou une autre, hein. Ce qui est important, c'est eux par rapport à leurs problématiques, leurs enjeux stratégiques, leur expérience utilisateur. D'accord. Est-ce qu'il y a une dernière Oui. personne qui voudrait partager? Vas-y, Mehdi. Deep Leaf économise le coût de production agricole par une détection précoce et rapide des maladies de plantes et des modèles linguistiques pour le conseil agricole et d'optimisation de la fertilisation et de l'irrigation.
Les produits DPLIF sont très simples et accessibles, créant ainsi un impact significatif tel que la réduction de l'utilisation du pesticide chimique jusqu'à 40% dès le premier déploiement. Ok, c'est un peu long. Oui, C'est un peu C'est long, un ça. paragraphe, c'est pas une phrase. Hein? C'est un paragraphe, c'est pas une phrase. C'est pas grave. oui. Ouais. J'ai voulu le simplifier, mais je voulais mettre le point sur les 40% car ça attire les agriculteurs. Quand on dit qu'on diminue le coût par 40%. Bah, tu pourrais intégrer les différents éléments. Tu vois, c'est par exemple sur ta première phrase, tu pourrais dire en baissant enfin, je sais plus Ah, comment tu Tipleaf comment économise le coût de production agricole par 40% en Oui, offrant une exactement. détection précoce et rapide des maladies de plantes, etc. Exactement. Ouais. Et finalement, j'ai envie de dire, tu n'as pas besoin, dans ta proposition de valeur, tu n'as pas besoin de tout dire. Donc, la deuxième partie où tu parles du conseil aux agriculteurs, etc., j'ai envie de dire, tu le fais parce que, de ce que j'ai compris de nos discussions, tu le fais parce que c'est un élément important pour assurer que tes recommandations sur l'utilisation des intrants phytosanitaires soient efficaces. C'est-à-dire, c'est comme Oui, un complément à ta proposition de valeur pour assurer que ta proposition de valeur soit efficace. oui, c'est ça. Donc, Ouais. c'est pas Car important si que on tu fait le la dises, détection tu sans... vois. Ah, d'accord. Enfin, c'est Car pas important que parfois... tu le dises. C'est pas important que tu le dises si tu as 30 secondes ou, tu Hmm. sais, la durée de concentration de l'être humain est très courte. Donc, tu as besoin en 30 secondes de convaincre une personne en face de toi. Là, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le dire à ce moment-là. Tu peux venir après quand tu as des discussions un peu plus avancées et dire, pour renforcer notre proposition de valeur, on offre également, enfin, on a développé un service de conseil agricole pour s'assurer que finalement, les produits sont bien utilisés, que l'agriculteur adopte les bonnes pratiques pour se protéger des maladies, etc. Mais pour moi, c'est un support à ta proposition de valeur plutôt que ta vraie proposition de valeur. Bien sûr, oui. Et par rapport à l'optimisation de la fertilisation et de l'irrigation, L'optimisation de la fertilisation et de... l'irrigation, car pour les produits DPLIF, il offre aussi un programme de fertilisation qui donne la quantité, euh, la matière à utiliser, le temps, le type Ouais. d'application. Bah, ça, tu pourrais le combiner c'est-à-dire que si tu réfléchis à l'optimisation des intrants, j'ai envie de dire chimiques, ou des intrants, tu vois, souvent ils sont regroupés ensemble, les intrants Ah, de lutte contre les maladies et les intrants de fertilisation, ils peuvent être considérés ensemble. ah, Euh, d'accord. Ouais. Après, sur l'irrigation, sur l'irrigation, vous n'avez pas une solution dédiée à l'irrigation, si? Donc, on fait entrer la fertilisation et l'irrigation juste pour contrôler les maladies, pour faire la prévention. Car parfois, il y a des maladies that comes from irrigation. For example, late blights, if we irrigate from the top, une plante. Ok. Donc, Donc ça vient dans le cadre du conseil général que tu donnes. C'est pas comme ta solution sur la lutte contre les maladies où là, tu as une vraie solution, oui. enfin une solution, j'ai envie de dire, spécifique qui a été conçue pour la détection et la recommandation. Sur la fertilisation et l'eau, c'est plus des recommandations Euh, générales. sur la fertilisation, c'est spécifique, mais sur l'irrigation, D'accord, c'est général. Oui. d'accord. Ouais, bah, moi, pour moi, voilà, tu peux regrouper la fertilisation et les produits phytosanitaires dans une logique de dire, voilà, on optimise l'usage des intrants, je sais pas comment tu veux les appeler. Des intrants agricoles, ou bien. Ouais, c'est ça, des intrants agricoles où il faudrait trouver je pense qu'il y a des termes. Jihad, toi qui es
spécialiste. Il y a des termes qui regroupent. Car en anglais, on dit inputs, mais Ok. en français, je n'ai pas une idée. Euh, et que voilà, donc que tu te focuses là-dessus et que tu gardes les aspects, j'ai envie de dire, secondaires, entre guillemets, mais les aspects qui viennent en support à ta proposition de valeur, tu peux les garder pour les moments où tu as la possibilité de passer plus de temps à décrire ton offre globale. Mais dans ton, tu vois, 30-second pitch, tu n'as pas Ouais. besoin de tout dire. Ah, je comprends. Ouais. Ok, super. Alors, Ok. donc ça, c'était la première partie. C'était euh, exprimer finalement, définir comment est-ce que vous créez de la valeur au niveau de vos clients cibles. Au-delà de cette proposition de valeur unique, euh, quand on parle de business model, on a besoin aussi de répondre à finalement comment de manière opérationnelle vous vous assurez que le client bénéficie de cette proposition de valeur. Donc ça veut dire comment est-ce que vous allez offrir votre service ou votre produit, comment vous allez le délivrer, comment vous sécurisez vos intrants, qui sont vos fournisseurs ou vos partenaires, comment est-ce que vous les engagez, qu'est-ce que vous utilisez comme canaux de communication, qu'est-ce que vous utilisez comme canaux de distribution, comment est-ce que vous vous assurez que vous retenez vos clients et que vous continuez à développer votre base de clientèle. Donc, quand on parle de business model, c'est l'ensemble finalement de ces éléments-là et de la manière dont vous déployez vos activités. Et là-dessus, ce qu'il faut se dire, c'est que votre innovation, elle n'a pas besoin de se limiter à votre produit ou votre service. Elle peut s'intégrer aussi, vous pouvez intégrer de l'innovation à tous ces éléments de votre chaîne de valeur. Vous pouvez intégrer de l'innovation dans la manière dont vous travaillez avec vos fournisseurs. Vous pouvez intégrer de l'innovation dans les intrants ou les matières premières que vous utilisez. Vous pouvez introduire de l'innovation dans votre manière de distribuer les produits. Donc, ne réfléchissez pas juste à l'innovation pour votre produit. Réfléchissez à l'innovation aussi dans la manière dont votre business model se déploie. Et là, on a identifié quelques questions que vous pouvez vous poser euh, pour continuer à être innovant dans votre business model. Euh, Première, voilà, ces quelques questions-là, hein, ce sont des, ce sont des exemples, j'ai envie de vous dire, juste pour initier les réflexions, mais tous les éléments de votre business model doivent être challengés et remis en question. Parmi ces questions, il y a des questions autour de votre interaction avec votre cible. Comment est-ce que vous pouvez créer des opportunités d'interagir avec votre cible au-delà je ne sais pas, du moment où vous allez, déployer le produit chez eux ou du moment où vous allez les rencontrer dans un salon. Mais avant, peut-être que vous pouvez voir ben, où ils sont, à quels événements ils vont, dans quel type de manifestation vous pouvez les trouver, ou quel type de journaux ils lisent, quel type de magazines ils lisent, quelles sont leurs sources de référence. Et ça, donc, c'est pour trouver des moyens d'interagir avec eux avant qu'ils ne soient vos clients. Pendant qu'ils sont vos clients, il faut aussi réfléchir aux différents moments où vous pouvez interagir avec eux. Comment est-ce que à quelle fréquence vous les contactez, qui c'est qui chez vous a l'opportunité de discuter avec eux. Une fois que pour le suivi après-vente, etc. Donc, toutes ces occasions-là sont des occasions de collecter de la donnée,
sur vos clients. Et on a dit tout à l'heure que votre compétitivité dépend de l'information et de votre compréhension de votre cible. Et cette cible évolue tout le temps. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est très important d'être toujours en interaction avec elle parce que vous allez pouvoir anticiper les changements de leurs attentes, anticiper des nouvelles opportunités pour vous. Mais aussi capitaliser sur des relations que vous avez construites avec votre cible pour aller démarcher de nouveaux clients potentiels, etc. Deuxième question qu'on vous propose, c'est comment est-ce que vous pouvez établir un contact direct avec votre utilisateur final? Parce que vous allez avoir votre client qui va être la personne qui va décider d'acheter votre produit ou votre solution. Ça sera peut-être quelqu'un de différent de la personne qui va utiliser votre solution. Et donc, il y a peut-être moyen de réfléchir à la fois discuter avec ceux qui vont acheter, mais aussi discuter avec ceux qui vont utiliser votre solution pour que eux, finalement, deviennent vos promoteurs au sein de leur organisation. Ou auprès de leurs distributeurs, ou voilà, si vous passez par des distributeurs, par exemple, c'est important que vous gardiez une relation avec peut-être les agriculteurs qui se fournissent au niveau de ces distributeurs et qui peuvent, eux, pousser pour que les distributeurs aient vos produits dans leur stock. Comment est-ce que vous pouvez capitaliser sur des partenaires qui servent la même cible? Donc, développez-vous votre réseau commercial, c'est quelque chose qui est extrêmement énergivore, qui nécessite énormément de ressources à la fois humaines, financières, qui peut être capitalistique aussi si vous devez mettre en place des points de vente, si vous avez des produits physiques. Mais essayez d'identifier des partenaires qui voilà, qui ont les mêmes clients que vous et avec lesquels vous pourriez envisager des partenariats pour accélérer votre scale. Et ça n'a pas besoin, bon, je parlais de distributeurs tout à l'heure, donc par exemple, vous offrez une solution d'optimisation des intrants, vous pourriez potentiellement vous allier avec soit des distributeurs de produits, de produits ou d'équipements pour les agriculteurs, mais vous pourriez aussi vous allier avec, je sais pas, des établissements bancaires qui ciblent les agriculteurs, vous pourriez et en fait, il faut élargir au maximum en vous disant qui c'est qui a cette même catégorie de clients et qui pourrait être intéressé par une commercialisation conjointe. Amélie, tu as une question? Plutôt, c'est pas une question, mais c'est complémentaire à ce que vous avez dit. En Oui. fait, je peux donner l'exemple concret. Vu que Béchir, il est en Tunisie, mais je le connais depuis quand même presque 2 ans. Et de telle façon, quand je suis chez B2M, on a bien proposé, on a discuté avec Béchir de voir la complémentarité entre le système qu'il a en irrigation intelligente et notre système. Parce qu'on a bien compris au niveau de l'agriculture, il y a une complémentarité et que parfois nos clients ils nous donnent des propositions, nous souhaitons en avoir des idées sur quelques paramètres, que Béchi les répond. Et comme ça, on crée des synergies. Donc là où il y a un projet ou je vais dire une autre entreprise qui est complémentaire par rapport à ce qu'on fait, on peut créer un autre produit, un nouveau produit avec le nom des deux entités. Et après, c'est la partie, les autres détails, c'est au courant en fait, et par rapport aux ventes qu'il va y avoir. Et en réalité, étant tout le groupe B2M, il est totalement conscient à travers ses bureaux que s'il y a une solution qui est complémentaire avec ce qu'on fait, et qu'il y a une société qui voit qu'il y a une certaine compatibilité, on est totalement ouvert pour voir toutes les opportunités.
parce que chaque pays, on a compris que chaque pays, il a son comportement. C'est pas le même, c'est pas comme la Tunisie, comme le Maroc, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, comprendre toutes ces synergies-là, c'est vraiment d'être ouvert parce que le marché, il est pour tous et la valeur, elle peut y être même et partir ensemble sur d'autres pays. Donc, Ouais. et c'est ce qui fait peut-être la confiance qu'on peut partager envers ces industriels ou les sociétés de services pour montrer qu'il y a des entreprises qui peuvent se lier pour créer une valeur ajoutée pour tous. Ils n'ont pas la concurrence, ils ne sont pas juste pour la concurrence, mais c'est de créer une valeur ajoutée pour les différentes parties. Tout à fait. Alors, ça, c'est intéressant. Du coup, effectivement, moi, je donnais l'exemple de capitaliser plus dans une logique de commercialisation pour profiter d'un réseau de commercialisation existant d'une grande entité. Mais ce que tu dis aussi est très intéressant, Amélie, de dire finalement, on peut se mettre ensemble avec on peut combiner plusieurs propositions de valeur à travers des partenariats pour offrir une solution qui est encore plus convaincante pour les clients et de venir ensemble au lieu de nous se dire ah mais il faut que je développe toujours un module supplémentaire, développer un module supplémentaire, etc. Ce qui est le réflexe de beaucoup d'entrepreneurs. Quand ils voient une opportunité, ils se disent ah bah tiens, il faut que je rajoute ce module à ma solution et du coup c'est reparti pour 6 mois de développement, de tests, etc. Au lieu de faire ça, bah, ça peut être très intéressant de regarder autour de vous si vous pouvez identifier d'autres startups ou d'autres acteurs qui peuvent venir accélérer cette partie de développement finalement et de venir répondre à l'opportunité que vous avez identifiée pour pouvoir offrir tout de suite une solution qui soit opérationnelle à votre client. Donc ça, c'est un très Euh, bon point. Et surtout oui, que et quand les solutions elles sont complémentaires, donc c'est mieux que d'aller ensemble que d'aller tout seul et développer d'autres modules et d'avoir d'autres efforts pour développer cette fonctionnalité. Donc il faut focaliser sur un ou une problématique bien déterminée, il faut le résoudre comme il faut. Et toutes les autres solutions, elles peuvent être réunies dans une seule solution complète pour bénéficier à ces clients de ces solutions. Tout à fait. je rajoute un petit truc seulement. En fait, ce qu'on a fait avec Béchir aussi, même lors de notre participation sur un foire, donc on a proposé pour des entreprises, là qu'on a été convaincus de part et d'autre, qu'on est complémentaires sur plusieurs trucs, on peut être sur le stand de deux entreprises et présenter les différents services qu'on a. Et pour montrer que s'il y a un marché pour un, il peut engendrer sur le moyen terme pour une complémentarité avec l'autre entreprise. Donc, d'une part, c'est une réduction de coûts parce que quand même, être sur un foire, quand même, c'est coûteux avec plusieurs charges et tout. Mais c'est de montrer qu'il y a cette synergie. Ça donne une confiance par rapport les potentiels clients. Oui, clairement. Super. Ben, merci pour le partage. Merci à tous les deux pour le partage. Dans les autres questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre business model, sur vos intrants, beaucoup d'entre vous importent des intrants de différents endroits, mais potentiellement, ça vaut la peine de se poser la question des sources alternatives d'intrants que vous pouvez identifier autour de vous ou comment vous pouvez peut-être réduire votre dépendance par rapport aux fournisseurs internationaux, etc. Euh, Identifier aussi finalement quelles sont les propositions de valeur uniques, pas juste pour vos clients, mais pour d'autres partenaires clés. Donc, potentiellement pour des partenaires commerciaux de distribution ou bien pour vos fournisseurs ou, euh, ou pour voilà, des intermédiaires qui peuvent jouer le rôle de conseiller ou qui peuvent venir recommander votre solution à vos clients.
Et ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez potentiellement de la valeur ajoutée à apporter à ces gens-là et que vous pouvez, si on veut, monnayer cette valeur ajoutée contre des services que eux peuvent vous rendre. Donc, c'est important de réfléchir à ça. Les gens qui sont importants dans votre business model, les gens qui sont clés dans le succès de votre business model, comment est-ce que vous les intéressez pour pousser la relation plus loin. Euh, on a parlé des réseaux de distribution aussi. Est-ce qu'il y a des réseaux de distribution établis qui peuvent accélérer votre scale? Je sais que c'est un sujet pour beaucoup des startups que j'accompagne et qui essayent de mettre en place des partenariats justement pour pouvoir accéder, surtout si, sur des solutions. Là, on est quand même sur un marché, par exemple au Maroc, et je pense que c'est le cas dans les autres pays de la région, qui est dominé par les petits agriculteurs et aller toucher ces petits agriculteurs un à un, c'est pas réaliste. Le coût de commercialisation devient énorme par rapport au prix que eux sont capables de payer. Donc, c'est vraiment important de pouvoir vous adosser à des structures qui peuvent vous donner accès à un nombre important de clients avec un effort commercial qui reste limité. Alors là, j'aimerais que vous vous mettiez on va vous répartir en groupes deux par deux. Et j'aimerais que vous discutiez ensemble pour identifier vraiment les trois éléments stratégiques qui sont nécessaires pour vous pour délivrer votre proposition de valeur et qui sont vraiment les sujets sur lesquels vous allez concentrer votre réflexion sur comment innover sur ces éléments stratégiques-là. On n'a pas forcément le temps de rentrer dans cette réflexion-là, mais je vais vous inviter déjà à les identifier et à commencer à échanger sur les pistes d'innovation que vous voyez sur ces trois éléments-là. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des questions? Oh, c'est bon. Je n'ai pas bien entendu, Bachir. C'est bon pour moi. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Ouais, tu peux faire. Pardon. Donc vous allez recevoir un petit message tout de suite sur le Zoom pour voilà, pour vous mettre en sous-groupe. Et on va prendre 10 minutes. Mehdi, Gérard, Mehdi, tu nous entends? Mehdi?
Salam Mohamed, Salam, ça va? comment ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Et وراه بدينا هادي شحال أخبارك؟ نسيت la date, j'ai pas vu Ouais, l'emploi, tu as reçu نسيت هاد la date. l'invitation sur le calendrier. La vérité, j'ai loupé, j'ai D'accord. pas fait attention, carrément. Ok. Écoute, là, ils sont tous répartis en groupes pour des discussions. Ils ont plus que D'accord. 7 minutes là, de discussion, donc je pense pas que ce soit utile que tu rejoignes un groupe. Mais tu peux attendre, ils vont se reconnecter dans moins de 4 minutes. Ça Euh, marche, bah, je me reconnecte alors, dans لا 5 لا minutes. خليك معنا خليك معنا واخا إلا مشيتي غتعاود تنسى. نعاود نغبر. Ouais, D'accord, ça de toute marche. façon, il reste un quart d'heure. Il reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour finir la session. حضر معنا la Ah, dernière d'accord, partie. ça marche. Ok, merci. Ok. Et, lors de la communication sur les réseaux sociaux, donc mettre en évidence et mettre en avant euh, les, euh, la valeur, les value proposition et les valeurs ajoutées qui sera impactante pour la suite. D'accord. Donc tout ça, surtout sur le volet stratégique, comment vous voyez ça, et après sur le volet opérationnel, si après quand on définit la durée du prototype pour avoir les premiers résultats, on essaie de communiquer si c'est vraiment ça s'aligne avec ce qui était évident, si c'était plus, c'est encore plus, de mettre en valeur ce projet pilote pour donner envie aux potentiels clients de collaborer avec nous ou même pour effectuer des ventes. Donc ça, c'est dans la démarche disons, de commercialisation. C'est une nouvelle manière ou une manière innovante de voir votre commercialisation, c'est ça? Oui, c'est ça. Imaginez Et votre en plus, commercialisation. c'est ce que déjà, en fait, j'étais sur le projet AgriTech Tunis, donc j'étais chef projet là-dessus, quand c'était à Tunis, le projet Innovi. En fait, une des choses que je l'ai faite, en fait, sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire, avec Béchir aussi. Donc, avec Béchir, il a créé un projet pilote avec la Fondation Syngenta au Sénégal. Il a fait déjà un projet pilote avec le capteur, il a fait aussi le déplacement pour leur montrer comment ça fonctionne et tout. Et il fait le suivi en ligne. De même, il a fait pour l'école agronomique l'INPH à Yamoussoukro, quand on était sur la mission en Côte d'Ivoire. Et il avance avec eux petit à petit, en fait, à distance, parce qu'il y a plein d'interactions là-dessus. Et ça, par rapport à Béchir, parce que je l'ai accompagné sur l'autre projet. Et pour B2M, en fait, avec la mission que j'ai eue, j'ai eu en fait une visite de 4 jours à la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire, Bouaké. Et en évidence, on a compris qu'il y a tout un besoin par rapport à ça. Et la semaine prochaine, je vais décider avec la comité de direction du groupe B2M pour qu'on avance sur le projet pilote pour les coopératives. Donc, Alors, ce que j'aimerais dire là-dessus, enfin, faire des projets pilotes, c'est vraiment très important, surtout au démarrage, hein, quand justement vous devez encore démontrer cette proposition de valeur. Après, c'est important aussi de prendre le temps de réfléchir à euh, comment pouvoir commercialiser de manière plus efficace. Parce que faire des projets pilotes, c'est très bien. Ça vous permet d'accéder à de la donnée, ça vous permet d'établir votre track record, mais au bout d'un moment, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour aller vite et pour limiter votre coût de commercialisation, le coût d'acquisition d'accord. des clients.
Donc, Pour ce point, justement, ouais. pour ce point, en fait, pour le projet qu'Inch'Allah, on va le lancer, en fait, on a eu des acteurs, parties prenantes, qui eux aussi vont communiquer sur le projet parce que ça s'aligne avec les lignes directrices qui sont. Et ils sont ouverts pour partager tout ça et montrer la valeur qu'il y ait. Encore plus, ça nous aide aussi d'en avoir parce qu'en avoir des datas, c'est pas facile, surtout pour communiquer ou faire des mailings ou des téléphones ou bien des visites sur terrain pour les personnes cibles. Parfois, quand même, c'est un coût. Mais en réalité, quand on a un acteur porteur avec nous, ça facilite et ça allège. Parce Oui. que plus ça avance sur un projet pilote qui est valide, que ça répond à un besoin et que la demande vient d'eux. En fait, c'est pas que le fait que tu as un projet, ok, je veux faire ça, je vais tester, mais en réalité, il y a ce besoin-là, il existe, il est pertinent, il vient de l'utilisateur en lui-même. Donc, de telle façon, on trouve son implication là-dessus. Donc, ce qui nous permet, si lui, il a réussi, directement, il va en discuter, ça va être viral. Donc, avec le support Bah, peut-être digital, aussi, peut-être qu'il faut intégrer du coup dans vos process des supports de communication que vous pouvez produire euh, pour, pour faciliter ça. oui, Euh, donc ça veut dire que déjà pendant ton pilote, tu réfléchis à ça. Ça veut dire que tu prends des petites vidéos des intervenants qui oui, expliquent l'importance du projet. Pendant que les pilotes sont ongoing, tu fais des vidéos du déroulé du pilote et tu fais un truc clean qui va ensuite être facilement utilisable, exploitable et partageable par les partenaires du pilote, mais aussi les autres partenaires qui pourraient être intéressés de partager l'information. Je peux je intervenir par rajoute, rapport à ça, Bien par sûr, oui, rapport au projet pilote. Ben, la plupart des sociétés, ils abusent des startups. Vous voyez, donc ils vous demandent de faire un projet pilote et en fin de compte, ils continuent pas la transaction. Donc, ce qui serait bien, c'est de mettre dans le contrat, il y a des sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, ils vous fournissent la machine et par la suite, ils vous vendent la matière première. Moi, je ne connais pas votre service, mais ça serait bien de réfléchir euh, comment rentabiliser. C'est-à-dire, si vous faites un projet pilote, vous faites un contrat, par exemple, au bout de 2 mois ou 3 mois, ça devient payant. Vous ne faites pas le pilote gratuitement à 100%. C'est-à-dire le premier mois, deuxième mois, test, troisième mois, vous payez je sais pas, dépendamment de votre produit. Sinon, vous donnez le produit gratuitement et il vous paye sur la matière première. Donc, il faut réfléchir à quelque chose, comment être payé même du projet pilote. Il ne faut pas le faire à 100% gratuitement. au moins couvrir ses coûts. Moi, je dis sur le projet Exactement. pilote, il faut penser au moins à couvrir ses coûts. oui, Et après aussi réfléchir à qu'est-ce que tu gagnes toi au-delà des éléments financiers. Il faut prendre en compte qu'est-ce que tu gagnes toi en tant que start-up à faire ce projet pilote. Souvent, le projet pilote, il sert aussi à collecter des données, à améliorer ta solution pour une meilleure proposition de valeur, à vraiment comprendre la réalité de ta cible de client, au-delà de juste la démarche commerciale vis-à-vis de ce client en particulier. Donc, il faut analyser un peu tout ça et se dire, bon, même si je ne gagne pas d'argent sur ce projet pilote, je couvre mes charges et je bénéficie de plusieurs autres éléments positifs. justement, justement, ce que j'ai fait avec notre acteur, notre partenaire pour dire, c'est on va créer une cahier de charge et un MOU détaillant toutes les phases du projet pilote. Parce que j'ai préféré de discuter carte sur table. Oui, oui. OK, on est une entreprise, mais on n'est pas une association, on a des chartes.
On est là pour créer de la valeur pour les différentes parties. On est là pour vraiment analyser voilà, les données qu'on a besoin pour qu'on puisse voir nos limites et les avantages qu'on peut offrir pour l'agriculteur. Donc, bon, ils ont apprécié ça parce que auparavant, ce que j'ai bien compris, ils ont eu des expériences. Oui, on peut faire ça, et après, le projet il est abandonné. Donc, du coup, j'ai préféré d'aller de droit et de montrer, voilà, même si le groupe, c'est un groupe international, mais certainement, il y a des projets quand on lance, qu'on est sur un département R&D, certainement, il y a des budgets qui sont limités, mais qui doivent faire la scalabilité au plus tôt. Donc, c'est ce qu'on est en train d'avancer, c'est vraiment de faire limiter sur un cahier de charges, un MOU avec des délais et à chacun, c'est ce qu'il doit faire. Donc, ce que notre partenaire devrait faire pour nous et nous, ce qu'on devrait faire pour notre partenaire. Et je pense que je rejoins à ce que dit M. Mohamed et tout. Ça rejoint à ça, justement. Oui, tout à fait. Alors, on est en train d'arriver au bout de notre heure et demie. On n'a pas encore tout couvert. Donc, je vais dérouler rapidement le reste de la présentation pour arriver à l'élément qui est aussi qui est un élément clé, qui est comment on capture la valeur finalement, comment on fait. Ok, on est tous convaincus qu'on crée de la valeur et pour nos clients et que nos clients arrivent à en bénéficier. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour nous être financièrement rentable à partir de cette valeur qui est créée? Alors, il y a vraiment différents modèles de génération de revenus qui existent et on en a listé quelques-uns sur cette slide, mais enfin, vous allez sur Google, vous tapez Revenue Models et là, vous en aurez vraiment beaucoup plus. Donc, ça passe de la vente classique de produits ou de services à l'abonnement en subscription basis, à les modèles qui donnent à disposition un produit sous forme de service. Donc, l'exemple de Hello Tractor, par exemple, qui permet d'accéder à des tracteurs, mais sans les acheter, en louant finalement un temps d'utilisation spécifique. On a des modèles freemium où les clients peuvent avoir accès à un minimum de services gratuitement, mais doivent payer pour accéder à plus de valeur ajoutée. Bref, on a le modèle Pay as you go, qui est aussi pour éviter pour pouvoir donner accès au maximum de clients qui n'ont pas forcément le moyen de payer des infrastructures qui peuvent être coûteuses. Donc, le M-Copa Solar, par exemple, ils installent des infrastructures d'énergie solaire et les clients payent à l'utilisation plutôt que de payer l'investissement initial. Et donc ça permet d'offrir l'accès à ce type d'infrastructure à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans ce type d'équipement. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. De quoi on peut parler d'autre? Je pense que autour de ça, vous pouvez plonger. En fait, je pense que c'est important de se plonger dans les différents modèles de génération de revenus qui existent et de s'inspirer de ces modèles-là pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait s'adapter à votre solution. Et ce n'est pas forcément des modèles qui existent dans votre secteur d'activité. Peut-être que vous allez voir un modèle dans un autre domaine complètement qui va vous sembler pertinent pour votre solution, même si c'est dans un autre secteur d'activité. Le modèle d'Uber,
qui a démarré sur le transport, ben, aujourd'hui, il s'applique aux services financiers, il s'applique ben, Airbnb à l'accès au logement, il s'applique à un nombre important, il s'applique à l'éducation aussi. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Que un modèle de revenu qui fonctionne dans un secteur peut être transformé pour s'appliquer à un autre en fonction des solutions qui sont préparées. Et c'est là aussi qu'il y a un potentiel d'innovation intéressant. Peut-être un autre modèle qui peut être intéressant, celui de ce qu'on appelle le rasoir et les lames. L'idée, c'est de donner accès à un premier équipement qui soit accessible en termes de coût, mais de faire le gros de sa marge avec disons, les recharges dans le cas du rasoir, par exemple, dans le cas des capsules, dans le cas des imprimantes. Donc, le gros de la valeur, elle vient avec les produits qu'on doit acheter finalement pour faire fonctionner l'équipement au quotidien plutôt que sur le coût de l'équipement lui-même. Ça aussi, c'est quelque chose à garder en tête. Vous pouvez offrir un service de base qui soit très accessible et ensuite offrir des services ou des produits complémentaires où là, vous pouvez introduire plus de marge. Donc ça, c'est vraiment pour vous donner quelques exemples et l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de vous pousser à réfléchir l'innovation au-delà de votre produit, au-delà de votre service, pour l'intégrer même dans le modèle de génération de revenus. Et là encore, il faut que vous vous posiez certaines questions, notamment si vous créez de la valeur pour différentes parties prenantes, ben, comment vous faites pour capter cette valeur-là? Disons que vous créez de la valeur pour vos clients, pour votre segment de clients prioritaires, mais vous créez aussi de la valeur, je ne sais pas moi, pour des organisations comme des banques ou des compagnies d'assurance. Parce que vous leur permettez d'avoir plus de visibilité sur la réalité opérationnelle de leurs clients ou une meilleure analyse des risques sur leurs clients. Mais ça, c'est de la valeur que vous devez capter et que vous ne devez pas laisser juste se dissiper gratuitement, j'ai envie de dire. Ou même oui, une banque à qui vous offrez, une banque qui cible les agriculteurs, à qui vous offrez une solution à forte valeur ajoutée qu'elle peut proposer à ses clients, ben, vous créez de la valeur pour les clients finaux. Vous créez également de la valeur pour la banque parce qu'elle, elle arrive à mieux se positionner en disant, moi, je vous offre des solutions pertinentes, adaptées à vos besoins. Donc, réfléchissez à vos différentes parties prenantes, quelle valeur vous créez pour ces différentes parties prenantes et comment vous pouvez diversifier vos sources de revenus en captant un peu de cette valeur pour chacun. Réfléchissez aussi, et surtout, je pense, pour vous, c'est extrêmement pertinent, à comment faciliter l'accès à votre solution pour votre cible, d'un point de vue modèle de revenus. Votre cible, comme on a dit tout à l'heure, si on parle du gros du marché agricole ou des acteurs agricoles dans notre région, ça reste quand même des petits acteurs qui ont des moyens financiers limités. Donc, voilà, si on retourne aux exemples dont on a parlé tout à l'heure, ben, ça vaut peut-être la peine de réfléchir à comment mettre à disposition votre équipement ou vos services d'une manière qui est abordable pour ces acteurs. Et abordable, c'est pas seulement en montant, c'est-à-dire c'est pas juste combien ils doivent payer, mais c'est aussi comment le paiement est réparti dans l'année. Je dis n'importe quoi, mais dans la gestion de la trésorerie, c'est un sujet très important dans le monde agricole, avec des grosses injections en début de campagne et une grosse entrée de cash en fin de campagne. Donc, une idée, au-delà des exemples qu'on a vus, de dire tu donnes accès à un produit en
en forme de service, en forme d'abonnement, qui permet de lisser, si on veut, le coût ou de réduire le coût d'accès au service ou à l'équipement sur une période, il faut aussi se dire, bah, cette période, peut-être que je vais la répartir dans l'année d'une manière pardon, d'une manière qui est en ligne de mon client. Donc ça aussi, c'est une question à se poser. Madame Slima, Oui, je peux intervenir bien au sûr. niveau des revenus, parce que normalement, par exemple, juste pour le Maroc, je ne sais pas pour les autres pays, en tout cas pour le Maroc, il y a une loi, la loi de finances qui est sortie l'année passée. Normalement, le délai de paiement, quel que soit, c'est-à-dire que ce soit un agriculteur ou bien un B2B ou B2C, c'est 60 jours, 120 jours s'il y a un contrat. Alors, c'est-à-dire si par exemple on veut faire du financement, par exemple le leasing ou quoi que ce soit, normalement il faut avoir dans le statut, si je me trompe pas, c'est-à-dire instrument financier. Il faut que ça soit dans c'est-à-dire il faut par exemple vente de matériel et instrument financier que ça soit inscrit sur la patente pour pouvoir faire la vente disons, au détail, avec un échelonnement plutôt des paiements, mais bien sûr en moyennant les intérêts qui sont stipulés dans la loi de finances 2022-2023. Ben, c'est ce que je voulais, c'est-à-dire Non, mais c'est-à-dire pour que mettre, toi, c'est-à-dire, on n'est pas ouais, sur du, on n'est pas sur du, bon, c'est aussi un autre business model, ça, d'offrir du financement, ça, c'est autre chose. Mais toi, par exemple, ton équipement, au lieu de te dire, mon seul modèle, c'est de vendre l'équipement, tu peux avoir un modèle de location. Et cette location, là, tu peux échelonner les loyers de la manière dont tu veux. C'est pas du financement, c'est une autre manière de générer du revenu. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le coût j'ai envie de dire, le coût de l'équipement, c'est toi qui le portes et tes clients, ils vont pas t'acheter l'équipement, mais ils vont le louer pour une période. Et tu vas leur faire payer, bah ça, après le loyer, tu décides de le faire payer tous les mois ou à la fin de la période ou toutes les semaines. Ça dépend ça dépend de ce que tu estimes est le plus réaliste par rapport au flux de cash de tes clients. Et ça, tu es libre de le faire. Il y a aucune réglementation qui t'empêche de le faire de cette manière-là. ça marche. Merci Est-ce que pas. c'est clair? Ok. Ensuite, la troisième question, c'est de se dire, bah, comment est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui. Ok. Donc, la troisième question que vous pouvez vous poser sur votre modèle de génération de revenus, c'est comment est-ce que vous pouvez capter une partie de la valeur que vous créez pour votre cible. Donc, si par produit, si vous utilisez mon service ou si vous utilisez mon équipement, pour 4 ans, tout en gardant une productivité. Je m'aligne avec vous, mon client, je m'aligne avec mon client en termes d'impact et de risque. Donc, je me fais payer un pourcentage. Donc, je vais prendre un pourcentage. Si je vous fais gagner 40%, bah sur ces 40%, moi, je vais prendre, j'en sais rien, 10% ou 15%. Que vous allez reverser à moi de l'économie que je vous ai intérêt, ou ils sont convaincus que vous œuvrez pour leur faire
gagner de l'argent. L'intérêt pour vous de croissance. Donc ça peut aussi être un modèle intéressant si vous avez vraiment une forte, une confiance très forte déjà sur votre capacité à créer de l'impact financier chez votre client et la capacité de mesurer. Surtout, il faut être capable de contrôler les chiffres et de bien pouvoir mesurer la différence à la fois en termes de coût, de productivité, de rentabilité chez votre client. Et ça, c'est ça qui rend les choses peut-être un petit peu compliquées. Mais si vous y arrivez, ça peut être très intéressant. Et là, on en a parlé, la dernière question, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est de se dire, n'hésitez pas à regarder autour de vous, à être curieux, à aller explorer des modèles de revenus qui ont été mis en place par des startups similaires dans d'autres marchés, peut-être des startups plus avancées, même si c'est sur des marchés plus développés qui sont différents de nos marchés, mais ça peut quand même être une source d'inspiration, ou même aller regarder des startups qui sont sur d'autres secteurs et voir le type de modèles de revenus qui sont mis en place. Vous êtes que ce soit des startups qui sont sur de la mise à disposition d'équipements industriels, donc pas forcément sur l'agriculture. Regardez les modèles de revenus qui existent pour ce genre de startup, ou si on est sur du conseil agricole, allez voir je ne sais pas, des startups qui vont être sur d'autres secteurs d'activité, mais avec ce service de conseil et voir comment ces startups-là mettent en place des modèles de revenus qui pourraient être inspirants pour vous. Alors, je vais vous... Alors, ça va dépendre de vous. Là, en fait, je ne sais pas si vous avez encore du... Je sais, on a débordé de 10 minutes déjà. Donc, je vais peut-être vous laisser faire ça comme exercice à la maison. Ou si vous voulez, on peut prendre 10 minutes pour discuter de ça en petits groupes, comme on l'a fait. C'est vous qui décidez. Est-ce que tout le monde a encore un peu de temps ou vous préférez qu'on clôture la session aujourd'hui? Bon, pas de commentaires. Est-ce que ceux qui ont encore un peu de temps, est-ce que vous pouvez lever la main sur Zoom pour que je sache? Ah, sur le chat. Ok. Ah, vous avez... ok. Madame Slim, oui. Oui. Donc, pour moi, je dois absenter parce que je dois aller chercher les enfants. Donc là, il Ah, est d'accord, midi ça moins c'est quart. important. Voilà. Très bien. Je vais vous laisser Donc, réfléchir à ce point-là. Vraiment, l'idée, c'est de vous inspirer de ces éléments qu'on a partagés. On partagera avec vous la présentation pour voir s'il y a d'autres modèles de revenus que vous pourriez appliquer à votre startup. Et juste avant de finir, donc la question, comment savoir quel est le bon business model? C'est encore une fois, et ça, c'est vraiment la base de la méthodologie qu'on recommande aux startups d'utiliser, c'est le test and learn. Et le test and learn, vous pouvez l'utiliser même sur des aspects de votre business model. Vous voulez tester une proposition de valeur, mais il vous suffit de créer une landing page avec une campagne de communication adaptée, même si vous n'avez pas encore le produit ou le service n'est pas encore prêt. Mais faites une landing page, expliquez votre proposition de valeur, expliquez comment vous vous différenciez et regardez le nombre de personnes qui s'inscrivent ou potentiellement les précommandes que vous pouvez avoir par rapport à ce produit ou ce service. Déjà, c'est un bon test de votre proposition de valeur. Vous pouvez aussi, vous avez déjà des clients, vous pouvez aussi faire des maquettes d'un nouveau produit ou un nouveau service et le présenter à vos clients existants ou à une nouvelle cible pour avoir du feedback. Donc ça, c'est important de le faire avant de vous lancer dans des nouveaux développements. Sur les modèles opérationnels,
testez vos process avec des parties prenantes clés. Faites des maquettes aussi de vos process. Essayez avant de changer complètement ou de déployer de nouveaux process opérationnels. Faites des pilotes à petite échelle sur des zones géographiques spécifiques et collectez le feedback terrain avant de faire des changements à grande échelle. Pour les modèles de revenus, comme je disais, faites des benchmarks. Vous pouvez aussi, dans l'exemple de la landing page, quand vous créez votre landing page pour tester votre proposition de valeur, intégrer le détail de votre offre financière et regardez ce que ça donne. Il y a aucun, c'est comme ça, c'est à travers le feedback concret de vos clients que vous allez vraiment pouvoir valider ces éléments-là. Voilà, désolée d'avoir pris 15 minutes de plus. Merci à tous pour votre patience. Euh, et euh, et j'espère que vous avez, retiré des apprentissages intéressants. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.